C'est à cause de ce jeu que je n'ai pas vu beaucoup de films récemment. Clair Obscur Expédition 33. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Clair Obscur Expédition 33 raconte l'histoire d'un monde dans lequel les humains disparaissent chaque année. En effet, une peintresse va afficher un nombre sur une tour. Toutes les personnes qui ont le même âge que le nombre indiqué disparaissent en fumée. Et c'est pour ça que chaque année, une expédition part afin d'essayer de tuer cette peintresse et d'arrêter ce fameux gommage. J'avoue que ce jeu m'intéressait depuis des mois, depuis l'annonce qui était faite, je crois, à une conférence Xbox il y a peut-être même presque un an, et les notes m'ont motivé. Je me suis dit, ok, le jeu est super bien noté, le jeu le mieux noté de l'année, ça parle de GOTY, il était aussi bien noté par les utilisateurs. En vrai, j'étais grave chaud. En plus, je voulais soutenir un développeur français à Montpellier, Soundfall. J'ai acheté le jeu sur Steam et j'ai fait d'ailleurs tout le jeu en live. Vous avez la VOD sur la chaîne secondaire, un Rage Live ou sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Et juste un petit point de contexte, c'était évidemment sur Steam, sur PC, j'ai joué 66 heures, quasiment tous les succès. Il me manquait le succès où il fallait être niveau 99 et j'avais pas du tout envie de farmer, et mon PC le faisait tourner en Epic 4K. Voilà, j'ai une 5090, donc c'était assez normal. Et en effet, 66 heures de jeu, c'est important de le noter, peut-être un peu moins avec quelques moments AFK sur Twitch, mais voilà, 62, 63 heures, je pense, pour boucler le jeu quasiment à 100%, avec quelques petites exceptions, j'en parlerai surtout en spoiler. Et là, je vais vous diffuser uniquement des images des 2-3 premières heures de jeu, ne vous inquiétez pas, dans la partie sans spoil. Il y aura ma tête ici à chaque fois parce que je prends des screens littéralement de mon let's play, mais ce qui était intéressant lorsqu'on lance ce jeu-là, c'est que le menu nous met une claque, c'est-à-dire que la musique du menu est tellement géniale que ça m'a fait penser à la première fois où j'ai lancé genre Dark Souls 3, Elden Ring ou même The Witcher 3 il y a déjà 10 ans, où tu as envie de te poser, écouter la musique du menu et profiter un peu de cette vibe ici, dans ce cas-là, mélancolique, tragique et à la fois épique, orchestrale. Et on va parler de ça parce que oui, la musique met une claque, c'est Lorient Testar ou Tétard, je ne sais pas comment on dit exactement, qui a composé cette musique avec plus de 8 heures de soundtrack disponible, évidemment, sur tout le plan de streaming, et je l'écoute depuis que j'ai fait le jeu. C'est assez impressionnant de ce point de vue-là. Le mec, voilà, vous connaissez toute l'histoire maintenant, il a été trouvé sur SoundCloud et sur un forum, et je pense qu'il va gagner des récompenses. Je pense qu'à partir de maintenant, on va beaucoup entendre parler de lui parce que oui, la musique cartonne et c'est l'un des points positifs de l'œuvre. Et j'ai envie de parler de ça pour commencer parce que en réalité, je trouve qu'il y a un travail assez exceptionnel qui est fait sur la musique et surtout sur les leitmotifs instrumentaux, par exemple la fameuse chanson de Lumière, la fameuse chanson Clair-Obscur évidemment, le thème principal, disons, qui reviennent souvent, régulièrement. Et moi j'adore les leitmotifs dans les œuvres et c'est souvent lié à une thématique précise, un personnage. Je veux dire, il y a une chanson en leitmotiv lyrique, Une vie à t'aimer, elle s'appelle, qui revient dans des situations bien précises, émouvantes, qui sont liées à des confrontations généralement. D'ailleurs, la chorale et le duel de la chanson Une vie à t'aimer est assez intéressant parce que c'est deux personnes qui chantent mais en opposition. C'est ça qui est fort et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'au fait la musique est hyper variée. Il y a une vraie diversité. Il y a des musiques de combat épiques contre des boss, il y a des musiques bien plus douces, mélancoliques, tragiques comme je l'ai dit, et à la fois des musiques vraiment funky, d'exploration, des moments un peu plus techno à certains moments. Les 8 heures de soundtrack sont tellement différentes. Franchement, vous prenez à chaque fois une chanson au hasard de l'album, vous mettez ça en aléatoire sur Spotify, et c'est une folie à quel point il y a des choses thématiquement intéressantes par rapport au personnage, par rapport à la musique, le lien qui est fait par rapport à cette chanson, à cet orchestre, à ces paroles, il y a du slam même à un moment, c'est vraiment hyper fort. Il y a une vibe très française dans la musique aussi que j'aime beaucoup, et à la fois, et j'ai envie de dire un truc qui va peut-être faire un peu polémique, mais il y a une vibe très Evanescence, années 2000, voilà, rock, un peu emo, un peu, enfin pas un peu, genre super kitsch de la musique pour le coup, zéro subtilité. D'ailleurs, je pense que le jeu a un vrai problème, c'est qu'il te raconte tout à haute voix, comme si tu étais un enfant, mais c'est le souci des jeux vidéo, les jeux vidéo sont hyper explicatifs à chaque fois dans la narration, c'est pas la subtilité du cinéma, c'est vrai, mais là on te prend vraiment par la main, on te prend vraiment pour un gamin. D'ailleurs, la musique spoil beaucoup des scènes du jeu, donc si vous écoutez la musique et les paroles, ça va vous spoiler pas mal de scènes, donc l'écoutez pas réellement la musique, ou peut-être c'est fait exprès pour que les gens voilà, se fassent
m'auto-spoiler entre guillemets, mais oui, c'est ultra kitsch, vibe un peu emo. C'est pas un point négatif, hein. Je dis juste que c'est la vibe. Genre, quand tu tapes une vie à aimer un truc un peu orchestral, rock et tout, t'as vraiment l'impression d'être au début des années 2000. Et c'est ça que les gens aiment. C'est ok. Voilà, c'est ok d'aimer des choses kitsch. Moi, j'aime bien les choses kitsch. J'ai beaucoup aimé ça. Mais j'ai vu des gens qui étaient un peu mal à l'aise quand j'ai dit que c'était kitsch sur les réseaux. C'est ok. Kitsch, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste, ça l'est. Et ça n'enlève pas le sérieux de la chose. De dire qu'une chose est kitsch ou la qualité de la chose. C'est juste, bah kitsch, ça en fait des caisses, c'est un peu ringard, je dirais, à notre époque. Encore une fois, pas un point négatif, mais ça fait très musique rock années 2000 et c'est ok. En tout cas, je parle des chansons très spécifiques par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup aimé pour le coup. C'est pas un défaut, mais la musique est géniale. T'as envie d'écouter la playlist, t'as envie de te mettre même en aléatoire pour l'ambiance et tout. C'est fabuleux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est évidemment le contexte de ce fameux gommage. Gommage, c'est un peu quand les gens se font Thanos, évidemment. Et le contexte est intéressant parce que du coup, c'est une menace existentielle d'un dieu ou d'une déesse, on sait pas trop, qui est triste. Et en même temps, elle tue les humains. Du coup, c'est un peu particulier parce que tu vois cette déesse, voilà, au bout de cette énorme tour au loin à l'horizon qui, t'as l'impression, pleure et en même temps tue les humains comme si elle n'aimait pas tuer ces humains et ça crée un vrai compte à rebours, hein. Je veux dire, les humains meurent année après année, entre guillemets, ils vivent de moins en moins longtemps et voilà, ils se posent plein de questions sur la vie et c'est assez intéressant parce qu'il y a un début un peu mystérieux. Tu sais pas trop ce qui se passe entre les personnages, tu sais pas comment ils vivent, qui ils sont. Et il y a un truc qui cloche, je trouve, qui est assez intéressant. Et la société par rapport à tout ça est fascinante parce qu'en fait, tu vas passer du temps avec beaucoup de personnages. Ils vont te parler d'enfants, de leur âge, de leurs parents, de l'art de manière générale. Il y a un vrai rapport à l'art, hein. Évidemment, le jeu s'appelle Clair Obscur, hein. C'est une méthode artistique. Ça va parler de dépression, d'optimisme. En fait, tu vas vivre au début du jeu une sorte de société où les gens réagissent différemment au fait d'avoir un compte à rebours sur leur vie et comment ils organisent leur vie par rapport à ça. Bon, on pourrait faire des liens sur des menaces existentielles dans la vraie vie, comme le réchauffement climatique, mais l'œuvre s'intéresse à une chose bien plus précise, hein. C'est une œuvre qui s'intéresse au deuil, à la famille et à l'art. J'en parlerai plutôt en spoiler, mais je trouve que le prologue est intéressant parce que tu t'attaches vraiment à cette ville de lumière. C'est assez émouvant, je trouve, et tu t'attaches aussi aux personnages qui seront développés par la suite, et c'est vraiment l'avant début de l'aventure épique et de l'odyssée que tu vas entreprendre avec ces personnages. Et l'une des grandes forces, je pense personnellement, c'est vraiment la direction artistique du monde. Voilà, on est dans une ambiance, disons, d'espoir, d'aventure épique, grandiose, avec des designs originaux, des monstres, des décors de fantasy assez classiques, certes, avec des différents biomes, voilà, qu'on a vu plein de fois, le truc de glace, le truc de forêt, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est pas le truc le plus original, mais il y a une vraie direction artistique, des créatures que tu n'as pas l'impression d'avoir vues avant, même si certaines sont un peu banales, entre guillemets. C'est un vrai plaisir d'explorer le monde par le côté artistique. Tu as des personnages haut en couleur, c'est graphiquement très joli. Il y a une vraie âme et une vraie identité, je trouve, qui se dégage de l'œuvre. Le monde de Clair Obscur est, d'après moi, unique. Il y a un vrai world building petit à petit. Tout s'ouvre au fur et à mesure. Et c'est ça qui est, d'après moi, satisfaisant. C'est qu'en fait, le monde n'a pas l'air méchant. Tu déranges presque la nature, tu as l'impression, il y a un côté un peu Shadow of the Colossus, où il y a des créatures qui font leur vie et toi tu vas les attaquer alors qu'elles ont vraiment rien demandé, mais voilà, c'est comme ça, tu es une sorte de monstre de la nature à certains moments, tu as l'impression, mais c'est ça qui est fort, c'est la patte visuelle, c'est des images, des designs, des moments de musique, des moments de personnages qui sont assez uniques, et c'est une grande force de l'œuvre d'avoir créé cette identité, cette âme. Et j'ai envie de parler de ça parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui seront un peu problématiques par rapport à ça. Donc en gros, vous avez une sorte de monde ouvert, vous vous baladez dedans en mode Final Fantasy. Voilà, vous êtes tout petit et vous avez la map qui s'agrandit au fur et à mesure, et il y a des ennemis, il y a des zones que vous pouvez rejoindre. Voilà, vous pouvez taper ce mob qui est là par exemple, et vous pouvez utiliser le perso que vous voulez, hein. Vous appuyez sur un bouton à n'importe quel moment, ou presque, vous switchez de perso. Ça, c'est génial de ce point de vue-là, et vous débloquez au fur et à mesure des manières de voyager. Au début, c'est à pied, et après, d'autres méthodes. Et la carte du monde est jolie pour le coup, mais il n'y a pas de minimap. Et moi, c'est un truc qui m'énerve un petit peu parce que au final, il n'y a pas de minimap et je passais mon temps à ouvrir la map. Alors oui, je sais qu'il y a un compas, une boussole, c'est pas assez. Je suis désolé, hein, c'est pas assez. Et encore, j'aurais dit, ok, pas de minimap, mais mettez-moi des marqueurs. J'ai envie de voir un marqueur dans l'open world où je me dis, ok, je vais aller là. Parce que les gens disent, ouais, mais c'est pour explorer, c'est pour donner un truc un peu naturel où les gens vont juste se balader et tout. Écoutez, moi, dans les jeux vidéo comme ça, je longe les murs, je me balade partout, j'essaie de faire le plus de choses possible, évidemment. Mais parfois, je veux aller à un endroit spécifique et pour ça, j'ai besoin d'un marqueur. Au
lieu d'ouvrir la carte absolument tout le temps. Du coup, tu prends des notes. En fait, tu prends des notes de tout. Tu dis, ok, là, je peux pas y aller parce qu'un ennemi trop dangereux. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas telle compétence ou tel truc. Bon, c'est un peu presque au début du jeu en délire un Metroidvania où tu dis ok là je peux pas, là je sens qu'il y a un truc un peu destructif mais j'ai pas encore la compétence. Bref, du coup tu prends des notes et moi ça me fait un peu chier de prendre des notes dans un jeu vidéo quoi. Je veux dire ok je sais qu'il y a beaucoup de chemins, beaucoup de trucs mais si je pouvais mettre des marqueurs au moins je saurais que voilà là ici je peux revenir plus tard et tout. Non il n'y a pas de marqueur, faut prendre des notes et au début du jeu où tu as plein de trucs qui sont débloqués mais pas les compétences pour y aller, bah ouais c'est un peu pénible et tu dois prendre des notes et c'est un peu chiant. Mais bon après il y a plein de choses que j'aime bien aussi, je vais pas vous montrer ici hein, comme des mini-jeux cool sur la map. Mais le vrai souci pour moi un peu du jeu c'est que vous rentrez du coup dans des zones qui sont à chaque fois très linéaires. En gros vous avez un chemin principal qui est généralement montré par des lumières hein, c'est un peu l'idée du jeu, la thématique du jeu, et en même temps vous avez le chemin secondaire que vous avez toujours envie de suivre parce qu'en fait vous avez envie d'explorer, vous avez envie de rien rater parce que l'exploration est récompensée par ou du lore, ou du world building, ou des items, ou des combats de boss optionnels qui sont plus durs, des beaux moments d'émotion, bref, voilà, juste le monde est beau et tu as envie de l'explorer, il y a beaucoup de secrets, il y a des boss cachés appelés chromatiques qui sont intéressants à essayer d'affronter parce qu'ils sont bien plus durs que même les boss principaux et tu as une vraie satisfaction lorsque tu les bats. Du coup, voilà, le but du jeu c'est aussi l'exploration qui est plutôt bien gérée, mais c'est vrai que plus tu joues au jeu, plus tu avances, bah ouais, les zones sont hyper linéaires et ça manque un peu d'originalité dans les zones. Alors oui, elles sont toutes différentes, colorées, des biomes différents et tout, ils ont fait un vrai travail, il y en a beaucoup pour le coup, donc ils ont vraiment bossé le truc. Mais je sais pas, j'aurais aimé qu'ils utilisent un peu plus l'environnement. Parfois, il y a des niveaux un peu plus verticaux et ça c'est cool. Il y a des environnements qui seront vides où il n'y a pas d'ennemis, juste à l'ambiance, t'as la musique et tout, et t'es à fond dedans et tu kiffes. Mais grosso modo, j'aurais aimé qu'il y ait je sais pas, des niveaux peut-être avec peut-être c'est mon délire un peu à la Souls qui ressort, mais je sais pas, des marécages de poison ou des trucs un peu différents pour varier. À chaque fois, l'environnement, il est inoffensif. Tu vois, il y a juste des mobs de temps en temps, mais tu as des moyens pour te balader. Tu vois, tu as un grappin, tu as des trucs comme ça, tu peux sauter, tu peux faire un peu de plateforme de temps en temps. D'ailleurs, c'est assez sympa, mais je trouve qu'ils profitent pas assez de l'environnement pour dire ok, bah en fait, tu as le biome de glace, et il y a quoi dans le biome de glace Tu as de la glace, c'est tout. Mais c'est pas impacté dans le jeu, tu vois, t'as pas froid, ou tu glisses, ou j'en sais rien. Tu as d'autres biomes, tu dis ok, bah là, c'est un biome voilà, un peu plus sombre. Peut-être tu devrais avoir des zones où tu vois rien, et tu devrais te balader aveuglément, ou avec une lampe torche, ou un truc. Non, ils n'utilisent pas du tout les environnements et c'est un peu dommage parce que je pense que s'il y avait des moments où tu dis oh putain, ça c'est une zone de glace, faut que je fasse attention à tel truc, j'aurais peut-être un malus pour un combat, d'après moi ça aurait été intéressant, ça aurait varié les choses dans le gameplay. Là t'avances, c'est des couloirs, parfois le couloir est vertical, bon c'est sympa mais ça manque un peu de cette diversité où tu as l'impression de faire la même zone en boucle avec un skin différent. Et encore une fois, le skin c'est génial, ils ont fait un vrai travail dessus, du coup je critique pas du tout ça, mais je trouve que ça manque un peu de diversité de gameplay. Mais en tout cas, en termes d'exploration, même si c'est un peu décevant à certains moments par rapport à ça, le jeu c'est ça, c'est les fameux combats. Et alors en termes de combat, voilà, c'est du tour par tour, vous avez donc 3 personnages que vous pouvez interpréter, et le reste, vous pouvez les utiliser après si votre première squad meurt, vous avez d'autres personnages par la suite, et vous affrontez à chaque fois maximum 3 ennemis, et c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez changer, on va dire, dans votre escouade et avoir une deuxième escouade qui peut continuer le combat, mais les ennemis jamais. Peut-être ça aurait été intéressant d'avoir des ennemis qui peut-être te surprennent et il y en a un quatrième qui pop, ou alors des combats avec 4 ennemis ou des choses comme ça. J'en sais rien, mais pareil, c'est 3 à chaque fois, tu t'établis une stratégie par rapport à eux, et là où ça change un petit peu, c'est par rapport au boss, où là il y a des phases 1, des phases 2, même des phases 3 à certains moments, et ça c'est pas mal, mais grosso modo c'est ça, tu choisis tes sorts, tu choisis tes attaques, l'ordre des attaques, tu crées une stratégie par rapport à ça, et de manière naturelle, parce qu'en fait la progression se fait lentement au début, mais elle est bien rythmée pour ne pas être submergée. Et c'est ça qui est cool, c'est t'attaques de manière classique en mode tour par tour, mais ce qui est fort, c'est que lorsque l'ennemi attaque, vous pouvez pari. Et oui, vous pouvez pari l'attaque, comme dans un, je sais pas, Dark Souls, je dis ça parce que moi je suis matrixé par ces jeux-là, vous pouvez carrément pari, du coup ça change tout, ça change vraiment tout, parce qu'en gros là, au lieu d'avoir juste le tour par tour, t'appuies et tu skippes les animations, parce que bon, en tour par tour, les animations te saoulent, là les animations font partie du gameplay, il faut que tu apprennes les animations, il faut que tu apprennes littéralement les patterns des ennemis, pour pari au bon moment, et je précise, j'ai joué en expert, hein, pour le coup, du coup, le timing de parade était vraiment compliqué à certains moments, du coup, il faut apprendre par cœur le système, il faut apprendre par cœur les mobs, et au fur et à mesure, ça qui est satisfaisant, c'est qu'au final, tu vas rencontrer des mobs au début du jeu, et à la fin du jeu, au début, tu n'arrives pas à les paris, normal, mais à la fin, tu les paris sans problème. Désolé, paris, moi j'ai joué en anglais, mais grosso modo, c'est ça qui est fort, c'est qu'en gros, tu peux parer toutes les attaques, et si tu pars toutes les attaques d'un combo sans prendre de dégâts, tu fais une contre-attaque qui fait énormément de dégâts. Bon, moi, en tant que fan de Souls, en tant que mec qui adore apprendre des patterns d'ennemis, de mobs et tout, afin de les dominer,
bah, je comptais à mort sur les paris, pardon, et je faisais tout mon build autour de ces parade et c'est ça qui m'a vraiment accroché, je trouve. Et le fait de jouer en expert, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que moi j'ai commencé en normal le jeu, parce qu'il y a marqué voilà, en normal, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux en tour par tour. Moi c'est pas le cas, j'ai joué à FF7 à l'époque sur PSP, j'avais adoré, mais j'ai jamais refait de jeu en tour par tour en réalité. Bon, j'ai joué un peu à Divinity, des trucs comme ça, mais bon voilà, des tours par tour comme ça j'en ai rarement fait. Des JRPG j'en ai quasiment jamais fait, et ils disent bah en normal pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Du coup je me dis bah en normal, en fait non, jouer en expert, voilà, expert c'est beaucoup mieux, c'est là qu'il y a le vrai défi. Et même en vrai la quête principale en expert est d'après moi trop simple, mais bon ça c'est un autre débat, j'en parle dans quelques secondes. Et l'addiction vient de là, c'est qu'en fait tu apprends les ennemis, tu meurs à certains moments en boucle, mais tu y arrives, et c'est pour ça que le jeu est bon. C'est qu'en fait tu auras les parades, tu auras lors de tes attaques des QTE, et tu dois appuyer au bon moment sur la QTE pour faire une attaque ou la réussir tout simplement, ou la faire en mode perfect, avoir plus de chances de faire des coups critiques, plus de dégâts, des choses comme ça. Donc c'est un rythme affolant de combat qui est génial, et c'est ça le cœur du jeu pour moi, quoi. C'est les combats, c'est le dynamisme, c'est les parades, c'est les QTE, c'est la stratégie que tu te fais autour, et c'est ça qui est génial. Tu peux même tirer sur des ennemis, ils ont des points faibles et tout, donc tu vas créer des vraies stratégies avec plein de choses différentes, et honnêtement, moi, pour les fans de FromSoft, je me suis carrément retrouvé parce que ok, j'ai une stratégie, en même temps j'ai des parades, j'ai tout un arsenal d'outils de gameplay pour me faire réussir tout ça, et ça j'ai grave kiffé. Tu peux même stun les ennemis un peu à la Sekiro par exemple, à la Lies of P. Il y a une vraie diversité, et à la fin tu deviens aussi un expert du jeu, quoi. Ça qui est génial, et l'addiction vient de là. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? En gros, tu peux te faire tabasser tout le combat, mais vu que tu apprends à parer au fur et à mesure, tu dis ok, j'ai pas beaucoup de vie, mais si je pars tous les coups, eh bien je vais le battre. Et c'est ça qui est fort, et l'addiction vient là, tu dis ok, one more time, et t'es à fond dedans et tu kiffes. Et c'est ça qui est un peu problématique parce que les combats sont géniaux pour le coup, mais tout ça là, tout ça, et quel enfer. Là je vous montre une partie du début du jeu, mais en gros vous avez des pictos, c'est voilà, des items qui vous permettent de augmenter vos stats, de changer un peu votre gameplay, des choses comme ça. Et il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 200, et à la fin bah t'as les 200 grosso modo, et le menu pour les avoir est un enfer parce que les pictos deviennent des lumina. Je vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais grosso modo c'est des statistiques que vous pouvez avoir de manière permanente, et plus vous en avez, plus vous level up, bah, plus vous en avez encore plus, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, mais le menu pour les gérer entre les lumina, les pictos, c'est un enfer. Honnêtement, c'est infâme, c'est pas du tout ergonomique, et je vous dis tout de suite un truc, dès le début, les pictos lumina que vous utilisez, mettez-les en favori, parce que si vous les mettez en favori, vous allez gagner un temps fou, parce que là, vous avez plein de filtres, hein, level, favori, alphabétique et tout, c'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. Mettez le favori dès que vous avez un truc, et ensuite, quand vous l'utilisez plus, vous enlevez des favoris, mais les favoris, dès que vous pouvez, mettez-le. Et le pire, c'est que même quand vous mettez en favori, voilà, ça c'est juste des lumina, hein. Mais à la fin vous en avez des centaines littéralement, donc c'est hyper compliqué, hein, pour le coup. Même quand vous mettez en favori, le jeu se rappelle pas que c'est en favori. Donc en gros, il faut remettre en favori à chaque fois, et c'est insupportable. Je trouve il y a des petits trucs comme ça dans le jeu, des trucs un peu de qualité de vie qui n'existent pas, et c'est hyper pénible, et ça m'énerve à chaque fois. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Laisse-moi être en favori tout le temps parce que j'utilise que le favori, quoi. Donc il y a des trucs comme ça un peu bizarres. Je comprends pas pourquoi ils le font, c'est un peu étrange, mais en tout cas, c'est vrai que bah il y a des petits soucis comme ça qui me dérangent, dans le sens où c'est satisfaisant une fois que tu as compris et tu as réussi à les utiliser, et tu commences à faire des builds dans ta tête et tout. Et en plus mon chat moi m'aidait pas du tout, mais tu vois, je voyais ce qu'il disait à certains moments et ça me donnait des idées, tu vois. Donc c'est cool de faire ce jeu aussi en live, parce que les gens te disent ah t'as cette picto, elle est intéressante, je fais ok pourquoi, et je commence à réfléchir, je me dis ah ils ont raison, tu vois. Donc c'est cool parce qu'en vrai ça m'a aidé à analyser mieux les choses, mais sans qu'ils me fassent des builds évidemment dans le chat, hein. J'ai pas du tout demandé ça, je l'ai fait un peu avec mes intentions je dirais, mais j'avais quand même des tips en mode ça regarde, réfléchis, c'est cool, et il m'aidait à réfléchir par rapport à ça. Peut-être je l'aurais pas fait sans, donc j'ai été un peu entre guillemets assisté par le chat, mais des trucs un peu bêtes, genre tu peux pas tourner tes persos dans le menu, enfin j'ai pas trouvé le bouton, alors que t'as des tenues que tu peux changer, mais tu peux pas tourner pour regarder à quoi ça ressemble derrière. Alors c'est bête, hein, parce qu'en vrai tu quittes le jeu, tu vois le dos, mais bon je trouve ça c'est un peu des trucs bêtes comme ça, quoi. Après il y a des trucs cool, hein, je veux dire les armes, t'as plein d'armes différentes par personnage différent, mais le suffixe permet de reconnaître à qui appartient du coup l'arme, surtout au début du jeu. Tu dis ok bah c'est quoi comme arme, c'est pour qui, surtout entre Gustave et Maël, parce qu'ils ont deux épées grosso modo, enfin rapière et épée. Tu dis ok t'as du mal à parfois remarquer quelle est la différence entre une rapière et une épée dans le design, mais en fait tu auras le suffixe, et genre le IM bah c'est pour l'une,
par exemple. Le O, c'est pour Gustave, etc., etc. Donc c'est ça qui va être intéressant. Le UM, c'était Maël, donc tu les apprends par cœur. Donc il y a des trucs un peu comme ça qui sont vachement bien, mais toute la gestion des Lumina, des Pictos, un enfer, et tu perds des heures de jeu dedans, quoi. Parfois c'est cool parce que tu fais une stratégie et tout, mais je veux dire, parfois tu as besoin de prendre des notes, quoi, parce que c'est tellement mal géré que tu perds des heures de jeu à cause de ça, d'après moi. Donc c'est un enfer. Ensuite, un autre truc, hein, tu peux pas skip les cinématiques. Alors ça, encore sur les boss de la quête principale, ils sont pas très difficiles, hein, pour le coup, ils se torchent assez vite. Mais les quêtes secondaires où tu as des boss hardcore, tu peux pas skip les cinématiques. Enfin, entre guillemets, tu peux les skip, mais au fait, il faut rentrer dans la cinématique, il faut tenir appuyé, ensuite, il faut se retaper le combat, puis retaper la cinématique, tu peux reskip. Donc, en gros, tu peux skip, hein, mais normalement, on devrait te permettre de, une fois que les cinématiques, tu l'as vu une fois, bah, tu rentres dans le combat et c'est fini, quoi. Pas besoin de se la retaper à chaque fois, de la reskip à chaque fois. Et surtout, les combats difficiles, c'est un peu chiant, c'est un peu frustrant. Bon, c'est comme ça, je sais pas pourquoi ils l'ont pas. Tu sais, un truc dans les options. T'enlèves les cinématiques une fois vues, quoi. Tu mets ça en paramètre dans les options d'accessibilité et c'est génial. Et ensuite, par rapport aux personnages, bah, il y a des persos que je vais pas utiliser, quoi. L'une, j'ai quasiment jamais utilisé sauf au début, mais c'est bien parce que du coup, j'avais une équipe A, une équipe B, et le jeu t'oblige à avoir deux équipes, hein, surtout à un moment très précis dans le jeu, et ça joue différemment. Genre, j'adore jouer Maël parce que Maël, au début du jeu, j'avais un build solo. Je jouais Maël toute seule, en fait, parce qu'en fait, c'était high risk, high reward. Maël faisait grave des dégâts, j'avais les pictos pour jouer seul, et je me dis, ok, si j'arrive à parer toutes les attaques, avec Maël, je vais quasiment les one-shot et c'était satisfaisant. Par contre, si je me prenais un coup, j'étais mort, quoi. Donc c'était fun à jouer comme ça et plus t'avances dans le jeu, bah plus c'est dur. Donc forcément, tu remets les trois persos, mais c'est divertissant et tu peux jouer de plein de manières différentes. Tu sais, je parlais avec le chat, je lui disais bah tel perso j'aime pas, ils m'ont dit t'inquiète, réfléchis bien, tu vas aimer. Bon, l'une j'ai jamais aimé, hein. J'ai jamais essayé de la jouer sérieusement, mais j'ai pas du tout aimé. Donc bon voilà, chacun son style de jeu et c'est ça qui est bien, c'est que même sur un perso comme Maël, bah tu vas avoir plein de styles de jeu différents, tu vas tenter plein de trucs et c'est ça qui va être cool et tu vas tomber sur des ennemis de plus en plus puissants, stressants. Il y aura des mobs qui vont manger, je sais pas, ton équipier et tu vas stresser par rapport à ça. Du coup, tu vas dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tu vas faire un build. Tu vas réfléchir à comment faire un build. Tu te dis, ok, ce mob-là, en vrai, il est chiant et du coup, tu peux respec quand tu veux. Je vais faire un build de feu parce que je pense que lui va prendre du feu. Ah, j'aime plus pas trop jouer feu. Je vais faire un build, je sais pas, avec Maël, d'autres trucs. Donc, en fonction des persos, tu peux faire des builds différents et c'est vachement bien. Et il y a plein de manières de jouer qui sont satisfaisantes, qui sont cool. Et au fur et à mesure du jeu, j'ai dû expérimenter avec 4-5 builds différents pour toute mon équipe. Et ça, c'est fun parce que du coup, tu changes constamment. Même si le menu des pictos est chiant, bah oui, tu changes quand même. Et pour parler un peu de l'histoire, il faut savoir que c'est un jeu qui est très bavard pour le coup, mais bavard dans les cinématiques. C'est pas comme un jeu de l'Ariad où justement, bah, t'interagis beaucoup avec les dialogues et tout. En gros, il y a beaucoup de cinématiques dans la quête principale. Pour le coup, c'est un vrai jeu narratif et le début du jeu, il faut 2 heures avant de pouvoir, entre guillemets, réellement jouer dans le monde ouvert. Donc c'est un gros moment, beaucoup de cinématiques. Toute la mise en scène est faite autour de la tour. Donc voilà, dans tous les plans, dès que ce sera possible, il y aura la tour. Sinon, c'est des champs contre champs, sauf quelques trucs un peu sympathiques qui sont pas mal utilisés, mais grosso modo, d'un point de vue cinéma, je trouve ça très faible. C'est pas à cause de ça que le jeu va perdre des points. Je veux dire, moi, la mise en scène dans les jeux vidéo, je m'en fous un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est important, hein, mais je m'en fous un petit peu. Je joue un jeu pour jouer. Si la mise en scène est un peu basique, banale, je vais pas la critiquer autant dans un film. Donc, j'enlève pas des points par rapport à ça dans ma critique. Mais oui, c'est un peu simple et ils en font des caisses à certains moments. C'est pour ça que le côté un peu kitsch, emo revient souvent parce qu'ils font des slow motion, des caisses de ouf, des musiques à fond. C'est un vrai mélodrame, hein, pour le coup. C'est pas une critique négative que ce soit un mélodrame, mais c'est un mélodrame. Quand tu es habitué à des films, voir ça, on dirait un truc sorti des années 2000. Donc c'est fun, parce que moi j'aime bien cette époque-là de cinéma, mais c'est vraiment ça à fond. Mais je trouve cependant que la quête principale est assez mal rythmée, mine de rien, parce qu'en fait, le problème que tu as dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de cinématiques. Il n'y a pas beaucoup de quêtes principales en soi. Je pense que si tu fais que les quêtes principales, le jeu se finit assez vite. Mais si tu fais les quêtes secondaires, avant de faire la quête principale, comme moi j'aime le faire, tu vas torcher tous les ennemis. Même en expert, les boss, je veux dire, les boss les plus durs du jeu de la quête principale, j'ai torché maximum en 3 essais. Ça se fait très vite. En 15 minutes, tu as battu les boss, quoi. Donc, le problème, c'est que tu vas torcher les mobs des zones, tu vas avoir beaucoup de cinématiques, tu vas à peine jouer la quête principale parce que tu vas majoritairement mater des cinématiques, tu vas défoncer tous les ennemis, du coup, il n'y a pas de satisfaction dans les zones avec les quêtes principales, et le boss de fin de chaque quête principale, tu le défonces aussi, et ensuite tu te retapes genre plein de cinématiques. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de cinématiques trop longues, et tu joues pas assez d'après moi la quête principale, et quand tu la joues, c'est trop facile, même en expert. Je pense qu'il fallait un mode pour les quêtes principales qui était plus dur. Parce qu'en réalité, je vais vous dire un truc,
Je trouve qu'il y a un mauvais équilibre par rapport à ça, par rapport à l'exploration, et je trouve aussi qu'il y a un vrai souci par rapport aux thématiques malheureusement développées. C'est-à-dire que oui, il y aura ce problème de rythme, quête principale, combat facile, exploration limitée dans la quête principale, parce que la quête principale, c'est que des couloirs à chaque fois. Et mais surtout, par rapport aux cinématiques, il y a des thématiques qui auraient dû être développées qui ne le sont pas. Je pense beaucoup à Gustave, hein, pour le coup. Il y a une thématique par rapport au suicide au début du jeu et tout, qui est jamais réellement développée. Enfin voilà, c'est une thématique de la santé mentale qui revient beaucoup par rapport à plein de personnages, qui est jamais réellement développée, d'après moi. En tout cas, pas suffisamment. On en parlera surtout en spoiler. Et les boss, du coup, de chaque zone, ils sont trop simples. Ils sont trop simples et je vais vous dire un truc, moi quand je joue à un jeu comme Lies of P ou même certains Souls, en gros les boss principaux sont durs. Là il y a des boss, ils te mettent une colle, tu dis ok je sais pas comment faire, que ce soit dans Elden Ring, quand tu arrives à Maliketh, tu dis putain là le jeu il commence à se corser un petit peu, le boss final de Shadow of the Earth Tree c'est Radahn Consort, là tu transpires de ouf, mais il y avait des boss secondaires comme Malenia, t'en fous de faire Malenia en réalité pour finir le jeu, c'est un boss optionnel qui était hardcore, mais ils mettaient des boss difficiles aussi. Lies of P, les boss principaux, un enfer, ils sont hardcore. Là, en termes de satisfaction narrative, je pense que j'aurais plus aimé l'histoire et les cinématiques si j'avais un peu plus galéré sur les ennemis. Et j'avais pas fait de build de cheaté sauf à la fin. À la fin, j'étais en mode full standal parce qu'il y a des boss, j'y arrivais pas du tout. Un boss, hein, j'arrivais pas du tout pour le coup. Mais pour les quêtes principales, je trouve que c'est trop simple. Et quand je défonce, tu sais, le gros boss du jeu, quoi. Et je l'ai défoncé, je suis en mode ouais, la cinématique est cool, mais j'ai pas ce sentiment d'accomplissement que j'ai dans un Souls par exemple. Je comprends que c'est pas le genre même de jeu et tout, mais c'est un peu dommage. Je pense que c'est assez mal équilibré, en tout cas dans la quête principale. En tout cas, t'as un vrai build-up par rapport au boss, par rapport aux enjeux du monolithe, et ils prennent leur temps tout en ayant plein de surprises. Et quand tu fais les quêtes principales, l'histoire avance. Il n'y a pas de trucs où tu sais, ils vont dire ah, mais au fait, vous trouvez telle clé, tel truc et tout. Non, ça avance constamment, et ça, c'est super satisfaisant parce qu'en fait, ils auraient pu faire n'importe quoi et te dire ok, voilà, on passe à autre chose vite fait. On va faire des trucs avec, tu sais, de tout de jeux vidéo. Non, l'histoire, narrativement, avance beaucoup et c'est ça qui est cool. Il y a plein de retournements de situation, des twists et tout, ça, c'est assez satisfaisant. Une petite déception par rapport aux expéditions du passé. Là, on est à l'expédition 33. Il y a eu des expéditions de 33 à 0. Techniquement, c'est la 100e, grosso modo. Et il y a cette thématique de la transmission qui n'est pas assez établie. C'est-à-dire que tu vas trouver les journaux des autres expéditions, mais tu n'as pas l'impression qu'ils ont aidé ton expédition à toi. Il y a cette phrase qui revient beaucoup dans le jeu, en fait, c'est « for those who come after ». Donc en vrai, les expéditions sont prêtes à se sacrifier pour sauver les prochaines expéditions et pour les aider. Et je trouve que ça se ressent un peu dans la narration, dans le world building et surtout dans le level design, parce que parfois, je sais pas, je crois qu'il y a une scène où il y a genre des cadavres de gens de l'expédition qui ont fait un pont pour toi. Donc ça, c'est intéressant, mais en termes de gameplay, c'est rarement utilisé. Tu vois, j'aurais aimé me dire, ok, je débloque des capacités, je débloque des trucs par rapport aux anciennes expéditions. Où là, tu te dis, ok, j'ai plus que le journal, j'ai débloqué tel truc, j'ai trouvé tel item grâce à l'expédition passée, et je le ressens moins en tant que joueur, en tant que gameplay. Parce que c'est bien la narration, mais encore une fois, un jeu vidéo, la force d'un jeu vidéo, c'est le gameplay, c'est de jouer. Et je ressens pas l'impact de l'expédition ou des expéditions passées dans le gameplay. Narrativement, un petit peu, et il y a des trucs comme le journal de Gustave qui est très peu utilisé au final, alors qu'ils essayent, hein, mais malheureusement pas assez. T'aurais dû avoir une sorte de codex journal un peu interactif et tout. Bon, c'est dommage de ce point de vue-là. Et je trouve aussi les dialogues au camp, grosso modo, une sorte de camp, une sorte de petit nexus où tu vas parler à tes coéquipiers. Et sont un peu nuls les dialogues, ils sont un peu gênants et tu dois leur parler pour débloquer évidemment des meilleures relations avec eux, des compétences et tout. Et c'est un peu gênant à chaque fois. Il y a des moments où tu dis ok, c'est des trucs de jeux vidéo un peu classiques. Genre les dialogues, la narration des quêtes principales, des cinématiques, cool. Mais ces dialogues-là entre les persos, à chaque fois, t'es en mode oh, c'est de l'exposition, c'est un peu lourd, c'est tel personnage qui dit à haute voix ce qu'il pense et tout. Il y a un vrai manque, je trouve, de subtilité. Ça en fait des caisses. Et à chaque fois que j'étais au camp, je parlais au personnage, j'étais en mode ok, allez, j'ai envie de skip. Je skippais pas hein, les dialogues parce qu'il faut que j'écoute, c'est mon travail et j'aime aussi les dialogues dans les jeux vidéo. Mais c'est un peu chiant, c'est un peu nul d'après moi. Ils ont fait un mauvais travail par rapport à ça. Alors que d'habitude, dans les jeux que j'aime, hein, les RPG, c'est les meilleurs moments. Quand j'étais dans Mass Effect et je parlais à mes coéquipiers entre deux missions, c'était parmi mes moments préférés parce que c'était hyper bien mis en scène, les personnages faisaient des trucs. Là, ils sont debout, face à face, et ils font rien. Ils sont comme ça. Et oui, les animations des visages et tout sont un peu nulles. Mais bon, ça je m'en fous un petit peu, hein. Je veux dire, moi ce qui m'intéresse dans ce genre de jeu, c'est aussi les dialogues. Oui, dans Mass Effect, il y avait une meilleure mise en scène, par exemple, des choses comme ça, et les gens bougeaient un petit peu, même si c'était champ contre champ, ils variaient un peu les choses. Là, il n'y a rien. Genre, ces moments-là sont parmi les plus nuls, je trouve, du jeu, et c'est dommage parce que pour moi, ces moments-là, en général, sont les meilleurs moments dans un RPG. C'est ce que je kiffe le plus, c'est parler à mes personnages préférés, voir ce que je peux faire avec eux, d'un point de vue de romance ou autre. Et je trouve que là, c'est peut-être les moments les plus décevants du camp, sauf avec certains personnages, un en particulier, allez, peut-être même deux. Mais en tout cas, les personnages sont d'après moi
moins attachants, t'as envie de les suivre, t'as envie de faire leurs quêtes quand il y en a. Il n'y en a pas assez, genre il devrait avoir plus de quêtes de personnages. Il n'y en a pas en réalité, il y a genre une quête par personnage en endgame, voilà, des quêtes secondaires en plus qui sont pas terribles. Il y a même des persos qui n'ont pas de quêtes secondaires, ce qui est un peu étrange. Et je trouve qu'il manque un personnage ou deux. Alors je comprends que tu peux pas jouer avec tous les personnages, hein, évidemment, mais en fait ils ont pas beaucoup de personnages et les personnages qu'ils ont sont pas assez développés. Et pour un RPG, je trouve ça assez faible. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas assez de conflits, il n'y a pas assez de développement, les romances sont un peu nulles aussi. Et il faut parler d'un truc par contre, c'est l'acting. L'acting, moi j'ai fait le jeu en VO, parce que du coup la VO c'est l'anglais. D'après moi, le créateur du jeu peut dire ce qu'il veut. Hein. Il peut dire que c'est la VF, la VO ou qu'il y a deux VO. Je suis désolé, hein, la motion capture a été faite en anglais, le marketing a été fait en anglais, il y a des mots dans la VO, du coup, la version anglaise, où ils utilisent des mots en français, du coup ça donne un truc un peu plus attachant, genre ils vont parler en anglais, ils vont mettre des mots en français, c'est super drôle, c'est mignon et tout, ça se voit que ça a été étudié pour ça. Il y a des acteurs donc connus, Charlie Cox, que vous connaissez sûrement pour Daredevil, qui joue Gustave. Il est bon, hein, mais contrairement aux autres doubleurs, qui sont des doubleurs de jeux vidéo, pour le coup, que ce soit Jennifer English, Ben Starr, ouais, il est mauvais à côté, quoi. Pour le coup, lui, fait un peu tâche. Les doubleurs de jeux vidéo, tu vois qu'ils ont du talent, l'expérience, ils sont bien meilleurs. Andy Serkis, très bon pour le coup. Je ne vais pas vous montrer quel personnage il interprète, mais Andy Serkis, très très bon. Et les autres doubleurs aussi, celui qui joue Esquier, donc Maxence Cazorla, qui fait du coup en VF et en VO. Il est très bon aussi d'après moi. Il gère et il vole carrément le show à certains moments. Mais je trouve que le doublage est vraiment bien fait pour le coup. Sauf Charlie Cox, avec lequel j'ai un peu quelques problèmes. Mais grosso modo, ça va quoi. C'est même très bien, je dirais. Même si en termes de motion capture, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf encore une fois dans les cinématiques de quête principale où là c'est top, mais en dehors c'est vraiment faible. Mais j'aime bien et même beaucoup, je dirais, l'ambiance mystérieuse qui plane. Il y a des flashs un peu étranges et au début je me suis dit mais putain, pourquoi en fait il y a un jeu vidéo qui fait du format scope? En réalité le format scope au cinéma, vous savez, c'est une contrainte. En gros le film il est filmé en scope, donc avec des bandes en bas et en haut, une bande noire, parce que voilà, on voulait l'adapter au cinéma, pas à la télé. Là les gens vont jouer sur télé ou sur écran et le scope sert à rien parce qu'en fait un jeu vidéo tu fais ce que tu veux en réalité avec le format parce que c'est virtuel. Donc si tu vas ajouter ici plus du jeu vidéo, en théorie tu peux. Bon, c'est pas ce qu'ils ont fait, pourtant c'est in-game, hein, parce que si tu changes tes tenues et tout, ils ont les tenues dans les cinématiques principales. Mais je me suis dit, ok, ça sert un peu à rien, c'est stupide, donne-moi l'image en entier, quoi. Enfin, ça c'est la branlette de cinéma qui marche au cinéma parce que le cinéma a des contraintes physiques. Là c'est virtuel, mets-moi toute l'image, quoi, bordel. Mais c'est vrai que vu qu'il y a des scènes qui sont en 4 tiers, pour le coup, il y a un intérêt à avoir un format différent et ça j'ai beaucoup aimé au final, alors qu'au début j'avais carrément bitch par rapport à ça. Donc je trouve que c'est intéressant ces différences de cadre entre le scope et le 4 tiers qui sont utilisées. En tout cas je vous l'ai dit, hein, il faut une quarantaine d'heures je pense pour faire voilà la quête principale et quelques quêtes secondaires, mais si vous voulez tout faire, je pense, je dirais qu'il faut une soixantaine d'heures en expert minimum avec le platine et tout, et pour battre certains boss optionnels. Je pense que j'aurais dépassé les 70 heures si j'avais vraiment tenté un boss optionnel jusqu'au bout, mais j'étais passé en facile pour le finir parce que c'était pour moi trop dur et j'avais plus la patience de l'essayer. Et la quête principale, grosso modo, se finit vite en réalité. C'est répétitif comme boucle de gameplay, mais ça dépend. Moi, j'ai bien aimé les combats, j'ai bien aimé un peu l'exploration, mais pour certains, ça va saouler. Donc oui, moi, j'ai adoré passer autant de temps dans ce monde, mais fatalement, pour ceux qui n'aiment pas la boucle de gameplay, vous allez vous faire chier très rapidement. Moi, c'est un jeu qui me parlait, qui m'a plu. Et il y a quand même pas mal de bugs aussi, je trouve, hein, des bugs de collision, des bugs où je devais reset ma sauvegarde parce que j'étais coincé, des trucs un peu comme ça, un peu à la con, mais je pense que ça va être géré rapidement bientôt. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé jouer à Clair Obscur Expédition 33, c'est un jeu qui est généreux, c'est une grande aventure épique avec des combats addictifs, certes un peu mal rythmé, je trouve la narration, c'est kitsch, mais ça peut ne pas plaire à certaines personnes, où il y a des gens qui vont adorer, c'est trop explicatif, encore une fois je suis bien conscient que c'est un jeu vidéo, mais trop explicatif, la mise en scène est un peu répétitive aussi, encore une fois c'est un jeu vidéo, je comprends, c'est pas si grave que ça, l'histoire est simple, moi il y a des choses par rapport à des choses que je vais spoiler après qui m'ont un petit peu déçu et qui ont un peu, pas gâché l'histoire, mais que j'ai trouvé un peu simple, surtout quand t'es fan de cinéma, c'est un truc que tu t'es bouffé 1 milliard de fois auparavant, et du coup ils le font de manière cool, hein, mais un peu basique, je dirais, et il y a des thématiques qui sont pas assez développées, des personnages pas assez développés, alors qu'il n'y a pas beaucoup de personnages au final, mais c'est un vrai plaisir de jeu vidéo, je trouve, j'étais addict, hein, j'étais accro, j'ai joué 60 heures, c'est pas pour rien, hein, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé, et le monde va me manquer.
lorsque j'ai fini le jeu, il y avait une sorte déjà de mélancolie, nostalgie en moi. Je me suis dit, putain, quelle époque. Alors que je viens de le finir littéralement il y a quelques heures. Mais voilà, je me suis dit ça, je me suis dit, putain, le jeu va me manquer, ça va être un vrai bon moment, un vrai bon souvenir. Donc j'ai adoré y jouer. C'est pour ça que je lui donne la note de 8,5 sur 10. Oui, les jeux vidéo, j'ai la note. Donc 8,5 sur 10, c'est ma note pour ce jeu. C'est pas un chef-d'œuvre, d'après moi. Il y a encore quelques petits problèmes et il y a un manque d'équilibre, je trouve. Mais grosso modo, c'est très très bien et je conseille à tout le monde d'y jouer. Il mériterait, j'imagine, de gagner le GOTY. Pardon, moi, j'ai pas joué aux d'autres jeux de cette année pour l'instant, mais grand jeu pour le coup, très très bon, avec voilà ces petites lacunes où tu te dis que voilà, c'est un premier jeu, ils vont apprendre des choses comme ça. J'ai beaucoup aimé en tout cas, et je ne peux que vous le conseiller honnêtement. Et maintenant, on va passer en spoiler. J'ai envie d'évoquer quelques moments de gameplay qui m'ont un peu matrixé. Le premier, je pense qu'il m'a vraiment matrixé, c'était Grande Tête pour le coup, parce qu'il faut le parer 156 fois, si ma mémoire est bonne, et c'est chaud. C'est chaud parce qu'en vrai, le parer, c'est pas compliqué, mais j'ai mis une quarantaine de minutes à comprendre et surtout à ne pas être stressé par rapport à la vitesse, par rapport au fait que mes yeux n'arrivaient pas à suivre le mouvement. C'était un vrai délire et j'ai kiffé. C'est le genre de truc où je me dis, le jeu teste mon endurance. Il y a un combo facile à éviter et à parer en réalité. Donc je l'ai paré 156 fois et tellement que lorsqu'on le revoit plus tard dans le jeu, ce grosse tête, je l'ai défoncé quoi. Je l'ai paré sans problème, j'ai quasiment pas pris de coup. Donc c'était assez cool de voir ça. Et c'est dans l'open world, en fait, tu te balades, tu tombes sur un ennemi comme ça, tu dis ok, il prend pas de dégâts, faut que je le parie. Faut que je le parie combien de fois? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Putain, il va jusqu'à combien? Il va jusqu'à 24, donc 150 paris, je crois. C'est un délire et j'ai beaucoup aimé ce genre de choses. C'est comme les mimes. Au début, les mimes te mettent un peu mal et à la fin, bah, les mimes, tu les solo quoi. T'as littéralement une zone où tu peux solo un mime et tu paries toutes les attaques sans problème, c'est super satisfaisant. Et ça que j'aime bien, c'est qu'au début, t'es un peu nul et à la fin, non pas grâce au tour par tour, aux statistiques et tout, t'es bon au jeu parce que t'es devenu meilleur. T'as une meilleure dextérité, t'as appris les patterns, vu que c'est un ennemi qui revient tout le temps dans toutes les missions, c'est un truc que t'as commencé à appréhender, à maîtriser et à la fin, tu les défonces. Et tu les défonces pas parce que t'es haut level, tu les défonces parce que t'es meilleur. Et ça, c'est hyper satisfaisant d'après moi. C'est un vrai kiff pour le coup. Et il y a plein de choses que j'aime. Le village Gestral, je sais pas comment on dit en français, où tu peux parler à tous les Gestrals, tu découvres ce monde, tu découvres un peu qui ils sont. Et c'est mignon à quel point ces personnages-là deviennent un peu des icônes du jeu vidéo. Tu vois un peu le lore entre les Gestrals, les Névrons blancs. T'apprends plein de choses sur plein de personnages, sur plein de petits moments comme ça. Eux qui sont fascinés par le fait de se battre et tout. C'est génial, le fait qu'ils peuvent ressusciter. Au fait, ça qui est fort, c'est qu'en termes de world building, ils ont créé un monde qui est unique, qui donne envie d'explorer, qui donne envie de lire dessus. Tu as envie de regarder des vidéos de lore sur internet et tout, parce que tu as envie d'en apprendre un peu plus. Tu as peut-être raté des trucs et tout. Donc, c'est ce genre d'amour pour le détail, pour les personnages. Tu vois que les développeurs, ils kiffent leur monde, ils l'adorent. Et toi, quand les gens qui font un jeu aiment ce qu'ils ont fait, t'as envie de l'aimer aussi. Et je trouve que ces moments-là où tu te poses, c'est genre le seul village du jeu pour le coup, il y a un peu des PNJ, le reste c'est la jungle, c'est la nature et tout, donc sauf le camp évidemment. Mais c'est cool d'avoir un endroit où les gens vivent, entre guillemets les gens, vous avez compris, et tu peux explorer, tu peux parler à ces entités, disons. C'était assez satisfaisant, c'était cool. Et je pense que la première claque d'exploration que j'ai prise, c'était par rapport à Yellow Harvest. Pourquoi? Parce que Yellow Harvest, c'est une zone qui est magnifique, qui est secondaire, t'as un boss sympa à la fin et tout. Mais surtout, que c'est là que dans mon cerveau ça a fait clic, je me dis ok, ce genre de zone-là, à partir de ce moment-là dans le jeu, ça va commencer à être hardcore, entre guillemets, et t'as des chromatiques comme ça que tu croises de temps en temps dans des missions principales où faut sauter dans le Yellow Harvest, faut descendre tout en bas, chercher un petit peu, tu tombes sur des orphelins, tu dis ok, ils te one-shot. À ce stade-là du jeu, ils te one-shot et tout. C'est très drôle à voir. Après, tu reviens, tu les défonces quand t'es un peu plus haut level pour le coup. Mais c'est ce genre de moment-là où je me dis ok, c'est un monde linéaire, mais ce niveau-là était un peu plus vertical, un peu plus long, et c'est ça que j'aime bien. S'il y avait tous les niveaux qui avaient un peu une patte comme ça, où je pouvais descendre dans un trou, affronter un boss, et en même temps vertical, faire du platforming, et il y avait une sorte de zone centrale où il y avait plein de tunnels, enfin pas des tunnels, mais des couloirs, disons, autour et tout, c'était top, c'était satisfaisant, et en fait, tous les niveaux auraient dû avoir ce minimum d'attrait, d'aspect un peu différent. Il y a des choses qui sont bien aussi, comme évidemment le manoir. Le manoir, c'est intéressant parce que c'est une sorte de nexus, mais pas pour toi, t'as l'impression, mais en même temps pour toi aussi, pour ta famille, pour la famille de tes personnages, et ça que tu comprends pas trop ce qui se passe au début, mais au fur et à mesure, plus tu avances dans le jeu, plus tu débloques des niveaux du manoir, il y a plein de secrets, les tableaux, les peintures, des objets, des murs invisibles, des couloirs et tout, c'est assez génial et généreux encore une fois, et ça, il y a un truc thématique par rapport à des créatures, par rapport au cœur de cet univers-là qui se trouve dans ce manoir-là, donc il y a un truc où tu te sens un peu seul dans le manoir, en même temps tu as l'impression que tu devrais pas être là,
Et c'est un truc qui revient tout le temps dans le jeu comme quelque chose voilà, qui est une sorte de fil rouge dans cette œuvre. Et c'est assez fascinant de se retrouver ici dans un univers très étrange et beau et touchant, et en même temps seul. C'est ça qui est fort et intéressant pour les personnages. Après, voilà, il y a plein de choses qui sont géniales. Esquier, personnage formidable, drôle, touchant, attachant. Il est super, mais moi, ce que j'adore avec Esquier, c'est me balader. Et lorsque tu débloques la capacité de voler, là, t'es au paradis, entre guillemets, parce que tout le jeu change. Là, tu dis, ok, je vais aller vite partout, je redécouvre toute la map. Là, en fait, tu viens de redébloquer la map. T'es dans l'acte 3, le endgame, t'as tout redébloqué, tu dis, ok, il faut que je me refasse toute la map, parce que là, je peux aller là, des endroits que je vois ici, t'as envie de tout tester, et tu redécouvres le jeu, et c'est assez génial de ce point de vue-là. Et je trouve que l'acte 3 est à la fois vraiment hardcore, pour le coup, c'est assez dur, tout ce qui est secondaire dans l'acte 3 est vraiment difficile, mais satisfaisant, parce que t'as envie de progresser, t'as envie d'avancer. Il y a des choses un peu décevantes, genre j'aime bien le délire de l'Endless Tower où t'affrontes des mobs 33 duels, mais pourquoi il y a des portes rouges que je peux pas débloquer? Moi je pensais, ok, je vais faire 3-4 duels ici, je vais aller dans l'autre porte rouge, puis l'autre, et t'as une grande porte rouge, enfin porte, une peinture rouge, ça sert à quoi? Est-ce que c'est l'entrée d'un DLC? Est-ce qu'on va faire une sorte de monde de peinture comme dans un Dark Souls ou un truc comme ça? Je sais pas, apparemment il n'y a pas de DLC de prévu, mais en tout cas c'est un peu décevant d'être ok, tu t'enchaînes des combats ici pour de l'XP, écoute, des défis, écoute, c'est des combats cool, hein, je dis pas, mais pourquoi il y a d'autres peintures ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est le genre de truc qui m'a un peu perturbé, j'espère que c'est un DLC, mais moi ce qui m'a vraiment étonné c'est qu'en fait ils ont mis beaucoup de choses crucial au scénario et au personnage dans des quêtes secondaires. Encore une fois, le fait d'affronter Cléa, donc vrai boss ça pour le coup, ça c'est un peu, j'étais un peu déçu parce que grosso modo, première fois que j'ai affronté Cléa, j'ai commencé à apprendre ses patterns et je pensais que j'allais le faire, mais je voulais pas l'affronter tout de suite, j'étais pas dans le mood de me faire un boss difficile et je suis revenu après et je l'ai one shot avec Stendhal parce que je pense pas que j'allais la one shot, donc j'avais un peu des regrets par rapport à ça parce que je pense que elle, j'aurais pu la battre sérieusement avec des paris parce que j'apprenais déjà les paris, en fait je devais juste être patient et l'affronter et la vaincre, mais je l'ai Stendhal, je l'ai one shot et je me sentais un peu mal. Bref, peu importe, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'histoire, elle est tellement importante dans le lore, par rapport à Maël, par rapport à qui représente dans cette famille-là, par rapport à ce qu'elle a créé, par rapport au fait que c'est les autres entités, les névrons et tout qui l'aident. C'est génial. Et ça, c'est caché dans un manoir qui est assez loin à faire. Et t'as un vrai boss final de manoir volant, si je dis pas de bêtises, qui est satisfaisant, qui est cool. Le fait que c'est le manoir volant alors que t'as un Nexus qui s'appelle le manoir, c'est assez génial de ce point de vue-là. Donc ils ont vraiment géré ce personnage-là. Les combos, je trouve, de Cléa sont top et tout. Donc c'est génial de faire ça hors de la quête principale et montrer à quel point c'est essentiel, mais sans indication. Genre, ok, t'es dans le manoir, ah bah tiens, Cléa, hop, voilà, comme ça. Top, franchement top. Et de l'autre côté, t'as un peu, on va dire, le délire, là c'est plutôt Maël, mais ensuite t'as le Simon avec l'esquisse de Renoir's Draft. Et là, j'avoue que j'ai pas réussi à battre Simon, je suis passé en facile parce que même en facile il était one shot, donc je suis passé en facile parce qu'il a moins de vie en facile et les parades sont beaucoup plus simples en facile. Et ouais, honnêtement, Simon, c'est un vrai bon boss de fin, c'est le boss le plus dur du jeu. Il est un peu difficile, genre vraiment, vraiment difficile, et quand je l'ai affronté, je me suis dit, je vais pas y arriver. Il y a des boss, vous savez, dans votre vie de gamer, vous savez dès le début si vous allez y arriver ou pas. Genre, Consort Radan, je savais que si j'allais forcer un petit peu, j'allais apprendre ses patterns, j'allais y arriver. Ça allait être chaud, hein. J'allais y arriver. Malenia, dès le début, je savais que j'allais y arriver. J'avais peut-être pas la patience au moment où j'ai fait le jeu la première fois, mais je savais que j'allais y arriver. Il y a des boss comme ça, tu sais, genre Lies of P, je savais que j'allais arriver à battre tous les boss sans problème. Là, vu comment se joue le jeu, où tu dois être en termes de rythme, en mode de parade et tout, de manière hyper précise, je savais dès le début que j'allais pas y arriver. Honnêtement, surtout en expert. Hein. En facile, j'ai réussi à le faire parce que j'ai mis un coup de gommage et je l'ai one shot, quoi. J'ai mis 30 millions de gommage et il a même pas fait la phase 3, pour vous dire. Donc bon, voilà, c'est cheaté. Mais je savais que j'allais pas y arriver. Mais c'est cool qu'il y ait cette option-là. C'est cool qu'en fait, tu puisses complètement te faire atomiser, et pour les gens qui aiment les défis, le challenge comme ça, avoir un boss hardcore, mais juste, parce qu'en vrai tu peux apprendre les patterns, il n'y a rien de maladroit, d'honteux. En vrai, si t'es patient, t'apprends, tu passes des heures dessus, mais t'apprends. C'est chiant, je trouve, entre guillemets, hein, mais moi j'avais plus la patience. Je suis passé en facile, je l'ai battu avec un gommage de la chatte, voilà, disons les choses, hein, soyons honnêtes, mais je suis content que ce genre de boss existe, et cette attaque-là, oh là, traumatisme, honnêtement, mais c'était satisfaisant, c'était cool, et je suis content que ce genre de jeu-là ait un boss aussi hardcore, parce que c'est important d'après moi. D'ailleurs, ça c'est ma réaction lorsque je suis arrivé à la phase 3 de Simon, et il te one-shot toute ton équipe, j'étais en mode, c'est pas possible. J'ai tellement galéré à le descendre, en expert ça pour le coup, à le descendre, même avec mon build de cheaté Stendhal et tout, même avec ça, j'ai galéré à le descendre, et quand il a one-shot mon équipe, j'ai fait, c'est pas possible.
c'est pas possible. C'est pas possible, pas possible. Bref, j'ai envie de parler un peu de l'histoire. C'est que le gommage au début, je trouve qu'il est touchant. Alors, je vais pas pleurer, je veux dire, c'est bon, je les connais depuis 2 minutes, ces personnages-là, je vais pas pleurer pour des personnages que je connais à peine. Voilà, c'est inintéressant. Alors, c'est cool que le jeu te fasse jouer ce personnage-là qui va se faire gommer, littéralement, parce que c'est pour ça qu'il y a un peu d'émotion. Mais j'ai vu plein de gens pleurer et tout. Bon, chacun ses affinités, hein, mais bon, ok, ouais, c'est touchant, c'est joli, c'est mignon, ça te met dans l'ambiance, tu te bats pour ça, pour sauver ces gens-là et arrêter le gommage. Donc, ça te donne une motivation claire et nette. Mais de là à pleurer, moi, c'est pas mon délire. Mais en tout cas, c'était bien. C'était un bon début. Tu joues avec ces personnages-là, tu découvres ce monde et lorsqu'ils meurent, tu sens une vraie émotion. C'est ça qui est fort. Et lorsque tu dis, ok, l'aventure va commencer et toute ton expédition se fait raser par Andy Serkis, Renoir, ouais, t'es étonné. Tu dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Le jeu va me surprendre constamment, il va pas déconner avec moi, il va avancer constamment dans l'intrigue. Il y aura plein de choses surprenantes par rapport à ça. Et c'est ça que tu kiffes, en fait, dans le jeu. Et c'est ça qui est bien, littéralement, dans le jeu. Et il y a plein de trucs comme ça qui te surprennent constamment. Je veux dire, la fin de l'acte 1, la mort de Gustave est inattendue parce que c'est le personnage principal, tu l'interprètes et tout. Même si tu commences à comprendre que c'est Maël en réalité le personnage principal, mais bon, ça c'est au fur et à mesure du jeu. Moi j'en ai parlé un peu en live, je me suis dit, il y a un truc avec Maël, je sens qu'il y a une couille, et c'est marrant parce qu'en fait ils ont fait l'arbre de compétences de Gustave et quasiment tout est bloqué. Et en vrai ça aurait dû mettre la puce à l'oreille par rapport à ça parce que bon, c'est un peu bizarre, mais en tout cas c'est un bon choix, la mort de Gustave pour le coup, elle est touchante, elle est bien faite, il n'y a rien à dire de ce point de vue là, c'est réussi, ça crée un enjeu supplémentaire de vengeance, mais ça développe pas encore une fois les thématiques de suicide. T'as l'impression que tout le monde veut se suicider dans l'œuvre, mais ils en parlent pas beaucoup, pas assez, et ça mélange bien gameplay et narration, parce qu'après t'es face à Renoir et tu fais 0 dégâts. Et j'adore quand un jeu comme ça me met manette en main, me dit ok joue, mais ça marche pas, parce qu'en fait il y a un truc narratif qui m'empêche de jouer. Enfin, m'empêche de jouer. Vous avez compris, hein, c'est normal de pas réussir à battre Renoir à ce moment-là, mais ça qui est fort, c'est qu'en fait les cinématiques c'est bien, la mise en scène des cinématiques est simple et tout, mais sympathique, mais le jeu, la forme du jeu vidéo est bien lorsqu'elle raconte l'histoire du jeu vidéo par le gameplay. C'est ça la force d'un jeu vidéo. Et quand tu es face à Renoir et tu lui mets des coups et ça fait 0 dégâts, tu comprends l'histoire sans avoir besoin de la cinématique. Bon, là, elle est nécessaire, c'est la mort de Gustave, mais c'est par le jeu qu'on raconte une histoire de jeu vidéo d'après moi. Si je veux voir un film, je vais voir un film. Je dis pas que c'est mauvais, hein, encore une fois, mais je dis juste que moi, ce qui m'intéresse dans un jeu et ce que je trouve fort, c'est lorsqu'en termes de gameplay, eh bien, bah, ça me surprend et ça raconte une histoire et ça me fait vivre des émotions par rapport au gameplay. Moi, je penserais toujours, lorsque tu joues Abby et tu dois affronter Ellie dans The Last of Us, t'as pas envie d'affronter Ellie et tu joues Abby. Et ça, pour moi, c'est du génie. Et il y a des petits moments comme ça où le gameplay prend le dessus sur la narration visuelle et de la narration par le côté ludique du truc et le côté jeu vidéo. Et ça, pour moi, c'est bien. Le jeu le fait de temps en temps, pas assez d'après moi, mais c'est ça qui est cool. Et il y a plein de moments comme ça qui sont épiques. Hein. Le duelliste, le premier combat, est génial. On dirait Pontiff Sullivan hein, pour le coup, mais c'est le premier ennemi du jeu qui attaque super vite, mais que les patterns sont hyper reconnaissables, tu peux vraiment le parer si tu apprends les patterns, c'est satisfaisant, c'est un boss de quête principale, certes facile, hein, mais c'est hyper cool, c'est hyper stylé, et tu dis ok là le jeu rigole pas, et tu l'affrontes plusieurs fois dans le jeu, et c'est assez cool aussi. De même, hein, quand tu affrontes Renoir pour la première fois, et que tu peux lui faire des dégâts, c'est un grand combat épique, encore une fois le manoir hein, qui revient régulièrement dans le jeu évidemment, tu comprends un peu les masques qu'il utilise, pourquoi, surtout quand tu fini le jeu, pourquoi il utilise des masques avec différentes émotions et tout, c'est assez cool de voir ça, il y a un vrai build-up par rapport à ça et ça arrive vite, hein. Tu peux vraiment enchaîner ces quêtes. Hall Lumière, c'est une zone assez formidable, voilà, c'est les vestiges du passé et tout, bon voilà, c'est les gens qui ont du mal avec le deuil, avec le passé, c'est normal, hein, c'est la thématique de l'œuvre. Et pareil, quand ils teasent après les actions, ils disent ok, il faut affronter des actions, il faut les trouver et tout. Et les quêtes des actions sont géniales. La quête de la sirène, putain, ça manquait de trucs comme ça, genre épique. T'as l'impression d'être dans God of War, tu vois, mais avec le truc tour par tour, où ça balance des énormes ennemis, des sortes de serpents bizarres, d'autres sirènes et tout. C'est génial quand ça fait ça, c'est vraiment génial, c'est divertissant, c'est épique, c'est grandiose, et ça joue avec la caméra, ça joue avec plein de choses, c'est hyper satisfaisant. D'ailleurs là j'étais mort hein, comme pas possible. J'adore quand le jeu fait ça, c'est génial d'après moi, et c'est là que le jeu est vraiment fort. Les quêtes principales, grosso modo, sont réussies. Peut-être un peu simple, mais vraiment réussies d'après moi. Et justement, quand tu arrives à ce climax émotionnel avec le vrai duel contre Renoir, en tout cas c'est ce que tu penses à ce moment-là, l'histoire qui s'ouvre au fur et à mesure, tu commences à comprendre, ok, c'est qui Verso, qu'est-ce qu'il fait là, est-ce que c'est vraiment lui le nouveau personnage principal, quel est le lien avec Maël, tu commences à débloquer un peu des connaissances par rapport à ce qui se passe là, tu sens un peu le sous-texte qu'il y a, et c'est ça qui est fort. Et encore une fois, là, quand on entend la musique, je crois que la première fois hein, à vérifier, Une vie à t'aimer, voilà, c'est le crescendo Mozart, l'opéra rock, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment fun par rapport à ça, c'est kitsch, la musique est à fond, c'est une longue OST de 11 minutes je crois, tu kiffes ce combat, il est pas très dur mais c'est satisfaisant pour le coup, c'est mortel, t'es à fond dedans,
c'est génial. Alors j'ai pas l'air à fond dedans sur cet extrait là parce que j'étais concentré, en plus je sens qu'il était tard lorsque j'ai pris cette photo, mais en tout cas c'est fou, voilà, c'est en termes d'émotion, de crescendo, tu sens qu'il y a un truc entre toi, Renoir et tout, c'est assez génial de ce point de vue là. Et quand tu arrives enfin à la peintresse, tu dis ok, c'est presque la fin du jeu, qu'est-ce qui va se passer? Tu as ce twist où tu apprends que c'est la mère en réalité, le combat encore une fois hyper satisfaisant, tragique de affronter ce dieu triste qui ne veut pas peindre, et en fait c'est un avertissement par rapport à ce qui se passe. Voilà, c'est tout un truc où tu comprends enfin les enjeux de l'œuvre, tu comprends enfin que c'est un drame familial en réalité, et qu'en fait tous ces gens sont là, ils sont liés par quelque chose, par un drame fatalement, et le combat est fabuleux, encore une fois en mode God of War, une énorme créature, un accent, et en même temps tu tapes ici le mob en bas, puis ça ouvre genre littéralement le void, c'est génial comme moment, c'est hyper fort. Et c'est là que moi j'ai un petit peu un souci, c'est la révélation sur le jeu en réalité qui est donc clair-obscur parce que en fait c'est la famille Descendre qui peint une œuvre dans laquelle les gens peuvent rentrer. En fait, c'est des artistes, c'est comme ça qu'ils ont fait leur argent, leur fortune, leur réputation. C'est une famille d'artistes qui peint. Donc ils peignent et ils arrivent à rentrer dans leurs œuvres, sauf que du coup, tu as un lien qui est fait par rapport à l'œuvre, l'addiction. Tu sais qu'il y a un drame familial, tu comprends au fait c'est qui Alice, Aline, Maëlle, Cléa, Renoir, pourquoi c'est le méchant. En fait, c'est une famille qui s'aime, mais qui a vécu un incendie, un drame, des gens sont morts et tout. Bref, c'est compliqué pour eux. Et du coup, ils se réfugient dans cette toile qu'ils ont créée parce que là-bas, le monde est un peu, disons, parfait, quoi. C'est le monde qu'ils ont créé eux, c'est un peu les dieux de cet univers-là, c'est les architectes de cet univers et c'est fascinant. C'est classique, voilà, c'est le délire, on va dire, science-fiction basique, de la simulation de l'univers. Les gens addicts, ils préfèrent pas vivre dans le vrai monde, mais ils préfèrent vivre dans le monde qu'ils ont créé, qui donne du réconfort. Voilà, surtout Maëlle. Maëlle, en gros, c'est un personnage qui ne peut plus parler, qui a perdu un œil, qui est défiguré malheureusement à cause de l'incendie. Et dans ce monde-là, elle peut vivre. Voilà, donc ça qui est intéressant. Malheureusement, moi je trouve que ça fait un truc où le twist est cool. Alors c'est classique pour les fans de cinéma, je pense que c'est un truc que vous avez vu 1 milliard de fois. Mais ça dévalue un peu les enjeux pour moi dans le sens où maintenant, je sais que tout est faux en réalité. Je sais que Verso est faux. Alors oui, c'est une sorte d'image de la personne qu'elle a perdue et tout. Mais je sais que tous ces personnages-là sont faux. Les seuls qui sont vrais, c'est eux. Voilà, c'est Cléa, c'est Renoir, c'est la mère aussi, la peintresse évidemment. Mais tout est faux. Le reste est faux. Alors c'est ça qui m'a un peu enlevé, on va dire, le poids dramatique de l'œuvre. Maintenant que je sais que c'est faux, je ressens plus grand chose pour ces gens-là parce que je sais que c'est une illusion, je sais que c'est faux, je sais que même si Maëlle, on va dire, je vais l'appeler Maëlle, c'est plus simple, veut se perdre dedans, je sais que c'est faux, je sais que c'est un fantasme, je sais que c'est négatif pour elle en réalité et c'est ça qui est intéressant mais un peu dommage aussi parce qu'en vrai, t'as envie d'explorer ce monde, t'as envie, d'après moi, de continuer, mais il y a une sorte d'anti-climax, je trouve. C'est-à-dire que là, après cette cinématique-là, ils ont recruté une armée, et en fait, tu peux aller à Lumière et affronter et finir le jeu, mais c'est là que le endgame commence. Donc, ou tu vas finir le jeu, ou tu vas faire 1 milliard de quêtes secondaires avec ton envie d'explorer qui est à son maximum, parce que tu peux voler, des choses comme ça. C'est top. En vrai, là, t'as envie de faire plein de trucs, c'est génial, mais je trouve que justement le fait que tu puisses aller faire la quête principale maintenant, ça enlève un peu le climax de l'œuvre où tu dis ok, on a recruté tous ces anciens esprits de lumière, pourquoi est-ce que j'ai pas fait la quête pour le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que j'ai pas passé mon temps à recruter des gens pour m'aider en réalité? Et les quêtes secondaires des persos, il y en a pas. Il y a Lune qui a une petite quête, il y a évidemment Maëlle qui en a une vraie de quête, Ciel qui a pas de quête, Esquier il a pas vraiment de quête, Monoko il a une quête qui est sympa mais elle est courte, la vraie quête c'est celle de Maëlle. Donc c'est dommage parce que d'un coup tu dis ok, l'acte 2 est fini, tu peux littéralement finir l'acte 3 après, genre l'enchaîner, finir sur Lumière, peut-être c'est dur parce que faut level up et tout, mais grosso modo en théorie tu peux. Moi je trouve qu'il fallait un peu plus de trucs, pas secondaires, des trucs principaux où tu dis ok, maintenant si tu veux affronter au Renoir, il va falloir build up une équipe, faire des trucs et tout. Là ça balance le thème principal, clair obscur, ça te prépare et tout et tu peux y aller. Voilà, c'est un choix que je trouve un peu discutable, ça m'enlève un peu le climax de l'œuvre parce qu'après moi je vais me faire 20 heures où je vais me balader quoi. Je vais faire 20 heures, pour moi il n'y a plus le truc d'urgence, tu vois. Et surtout maintenant je sais que c'est un faux monde, je m'en branle, tu vois, je sais que c'est en gros la déesse du monde, elle fait ce qu'elle veut, Renoir je l'arrête quand je veux, donc ça m'a un peu enlevé cette urgence et en même temps ça m'a, je sais pas, dévalué complètement le monde, non pas par sa qualité, mais j'étais moins motivé, quoi. J'étais moins à fond dedans à cause de ça aussi, même si j'aimais beaucoup le gameplay, l'exploration. Narrativement, j'étais moins impliqué au final. C'est pas forcément quelque chose de négatif par rapport à l'histoire, mais la manière dont ils ont mélangé narration et gameplay, moi j'étais moins à fond dedans. Après, il y a des choses qui sont géniales, t'as envie d'explorer les quêtes, t'as envie de faire la quête de Maëlle qui est top, j'adore l'imagerie de ce personnage-là, le fait qu'elle soit une ombre d'elle-même, et les couleurs, le noir et blanc, voilà, c'est un vestige du passé, mais en même temps c'est la vraie personne, mais elle est vue comme l'antagoniste alors que c'est la vraie bonne personne, donc c'est ça qui est intéressant aussi, donc j'aime bien explorer ça, j'aime bien faire ça, mais il n'y en a qu'une seule quoi. J'aurais aimé avoir des quêtes, je sais pas, avec Esquier, t'as une quête qui est avec François, où il téléporte à François,
tu réaffrontes François vite fait, où il y a un dialogue, je sais même plus ce qui se passe, pour le coup, il n'y a rien de tout ça. J'aurais aimé voir Esquier, que j'adore, tu vois, c'est un nounours, c'est une sorte de divinité, et tu comprends pourquoi Esquier existe, une peluche, au fait, qui devrait sortir dans la vraie vie. C'est un super personnage, pour le coup, tu vois, il est touchant, il est super bien joué, il a un vrai cœur, et les gens l'aiment bien, à juste titre, je trouve. Mais, je sais pas, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus développé, quoi. En fait, ils ont pas beaucoup de personnages, ils sont pas beaucoup développés, genre, Lune, mis à part le fait que ses parents l'ont forcé à être une scientifique dès 4 ans, et du coup, bah, en fait, c'est par rapport à Maëlle, au final, parce que Maëlle, elle sent pareil, Maëlle, elle a grandi dans une famille d'artistes, et dès le début, elle s'est sentie un peu ce mode de vie imposé à elle, quoi. Donc c'est on va dire un symbole ou une allégorie par rapport à la vie de Maëlle. Mais du coup, Lune, en soi, le personnage, est pas tant développé que ça. Au final, ok, elle a un truc, voilà, ses parents, je sais pas, qui la faisaient chier dès qu'elle était petite, le fait qu'elle ait ce fardeau de responsabilité, de devoir accepter la quête où elle va retrouver ses parents est trop courte, tu vois, c'est un truc, t'aurais dû avoir plus d'émotions, plus de trucs par rapport à ça. C'est un peu dommage par rapport à ça. Si elle, c'est pareil, mis à part son mari décédé, que maintenant elle peut retrouver, et du coup, moi je l'avais romance elle, et tu peux plus coucher avec elle, on s'en fout, mais ça manque de substance, quoi. Et pareil, tu comprends qu'en fait, elle a perdu quelqu'un, c'est le chagrin, c'est le deuil, comme Maëlle qui a perdu quelqu'un, chagrin, deuil, au fait, donc tous les personnages sont du coup une sorte de facette de la personnalité de la personne qui a créé ce monde, donc Maëlle. Mais en tant que personnage, bah en fait, t'as 5 persos, ils sont pas beaucoup développés, je trouve. Monoko, ce qui est cool, et ce qui le sauve, je trouve, c'est l'amitié avec Verso. Vu qu'ils sont amis avec Verso, qu'ils ont un passé, en fait, ce qui est intéressant là, c'est pas de développer Monoko, c'est de trouver et de retrouver le passé avec Verso. En fait, c'est une enquête, entre guillemets, et t'explores ce que Monoko et Verso ont vécu ensemble. Donc, ce qui est cool, c'est que là, pourquoi la relation elle marche bien et pourquoi le personnage marche bien, c'est que ce qui t'intéresse, c'est pas lui en soi, sa personnalité. En fait, c'est un gestual, il fait que se battre. Voilà, on a capté. Après, il y a un truc pas mal avec Noko, où en fait, il a envie de ressusciter. Noko perd la mémoire et tout. C'est joué un peu sur la comédie, même si c'est dramatique. On le voit à certains moments déconner, il est un peu triste. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, ok, ils avaient vécu des trucs Verso, on a envie de savoir c'est quoi ces trucs. Donc ça, c'est cool, c'est intéressant, un peu léger pour le coup, encore une fois, je trouve personnellement. On aurait dû avoir plus de quêtes, lui aussi, plus de quêtes. Il y a 5 persos, ils sont pas assez développés, 5 persos que tu peux jouer. Bon, il aurait dû avoir plus de choses d'après moi, je sais pas, ils auraient pu trouver des trucs. Mais en tout cas, bref, le combat final est grandiose, évidemment. Grand moment rempli de symbolisme par rapport au fait que la mère versus le père, et c'est un combat conjugal, disons, mais aussi pour la famille, pour sauver cette famille. Bon, voilà, c'est le boss que tu as affronté à la fin du jeu, entre guillemets, qui vient t'aider, en tout cas à l'acte 2. Et c'est ça qui est fort et intéressant. Le combat est grandiose, génial et tout. Rien à dire, voilà, c'est un super combat, c'est hyper bien fait, c'est top. C'est à la fin de Lumière avec la Tour Eiffel et tout. C'est génial, ouais, c'est vraiment rien à dire. C'est un super moment. Et c'est là que tu développes vraiment les vrais personnages intéressants. Donc Verso. Et Verso, en fait, ce qui est fort, c'est qu'en fait, voilà, c'est un personnage qui sait qui il est, mais qui refuse de se l'admettre en réalité parce qu'il comprend pourquoi il existe. Il est en vraie crise existentielle. Il est l'ombre d'une personne décédée, mais pas la vraie personne non plus. Mais il essaie d'être la vraie personne, mais il sait que c'est impossible. Et du coup, il est en vraie crise existentielle tout le jeu, en réalité. Et il le cache parce que c'est ses émotions. Et du coup, c'est l'ombre de la personne qui est morte. Et du coup, forcément un peu la même personnalité. Et Gustave lui ressemble parce que du coup, elle essaie de se recréer, Maëlle, des gens qui ressemblent à la personne qu'elle connaissait, qui est décédée. Et voilà, il y a cette image de la jeune homme sans visage. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu es chagriné, quand tu es en deuil, tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus ton visage, tu es aveuglé par le deuil et du coup tu fais des choses qui sont pas forcément intelligentes et c'est lui qui accepte le passé, qui accepte qui il est réellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a vu le monde extérieur, il fait ce que tout grand frère aurait fait, il préfère mourir pour sauver sa petite sœur, quoi. Il préfère se sacrifier et détruire son monde et lui-même pour sauver sa sœur. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il est prêt à tout abandonner pour elle. Et justement, quand tu dois affronter Maëlle au premier abord, c'est un choix qui est compliqué d'après moi parce que tu adores ce personnage là, il était le classique un peu sombre, ténébreux, mais tu vois surtout quand tu connais l'histoire qu'en fait il est en vraie crise et c'est ça le souci. Et le fait de choisir de jouer forcément Maëlle ou Verso, il est intéressant parce qu'au début c'est un choix difficile et plus tu réfléchis, plus tu dis ok, il faut que je fasse le choix intelligent, il faut que je fasse le choix qui est le meilleur choix possible. Donc moi j'ai choisi Verso évidemment, et le truc c'est que le débat il est là. En gros, tu veux libérer Maëlle de ce monde parce qu'elle est addicte, elle veut pas accepter la vérité, elle est chagrinée, en deuil et elle doit passer à autre chose. Mais pourquoi c'est compliqué à faire comme choix? Parce que c'est le choix de Renoir en réalité. Donc tu as passé le jeu à affronter un mec et tu fais le choix que le mec en réalité veut faire depuis le début. Donc tu deviens le méchant de Maëlle pour son propre bien. Tu deviens Renoir pour son propre bien. Et c'est pas pour rien que tu chopes le costume de Renoir juste après cette scène. C'est qu'en fait tu as accepté d'être l'adulte de la situation, de dire ok, je sacrifie tout ce que j'ai vécu
pour ma fille, entre guillemets. C'est le choix que voulait faire Renoir, c'est le choix de Verseau, c'est le choix que le frère aurait fait aussi dans la vraie vie. Donc quand il pense, c'est le choix logique. D'ailleurs, le jeu te donne raison hein, par rapport à ça, j'en parle dans quelques secondes. J'adore ce moment-là et c'est dur parce que t'hésites vraiment à choisir entre les deux, quoi. C'est ça qui est fort, qui est intéressant. Je suis déçu que tu puisses pas refaire la fin, c'est-à-dire que normalement, quand le jeu se finit, tu devrais pouvoir avoir une save où tu sais, quand tu respawns d'un côté du drapeau, tu peux retourner faire le combat autant de fois que tu veux pour refaire l'autre fin. Ça, c'est un peu dommage. Et surtout que le New Game Plus, alors je l'ai pas lancé, mais apparemment, le New Game Plus, il faut se retaper tout le jeu pour de vrai. C'est-à-dire que, vous savez, je sais pas, dans Elden Ring, quand tu rentres en New Game Plus, au fait, la carte, elle est débloquée. Genre, tu sais où aller, t'as pas besoin de redécouvrir le monde. En vrai, le New Game Plus, qu'ils auraient dû faire, le New Game Plus, tu recommences le jeu, t'as ton petit truc à lumière et tout, top. Et ensuite, quand t'arrives sur le monde, bah, tu devrais avoir accès à esquier, quoi. Voilà, tu fais la première zone si tu veux, mais en vrai, après, tu devrais avoir accès à esquier. On s'en fout si c'est pas logique dans la narration du jeu de redébloquer esquier après, on s'en branle. Tu devrais avoir accès à esquier et pouvoir littéralement te balader où tu veux. Comme ça, quand t'as fini le jeu New Game Plus, si t'as envie de te refaire Simon juste après en NG+, bah t'y vas quoi. Non, là, il faut se retaper tout le truc, redébloquer esquier. Oh, flemme. Honnêtement, grave la flemme. Mais s'il y avait un mode, tu sais, open, New Game Plus, où je peux me balader et refaire les mobs, où tu sais, je peux retry des mobs, où il y a, je sais pas, un mode défi des boss et tout, une tour des boss ou un truc comme ça, j'aurais adoré. Mais là, faut se retaper de la narration et tout. Alors, tu peux la rusher, hein, bien sûr, maintenant que tu connais et tout, mais bon, c'est un peu dommage, j'aurais aimé un vrai entre guillemets un vrai New Game Plus où tout est débloqué depuis le début. Mais en tout cas, le vrai personnage de l'œuvre, c'est Maëlle. Tu te demandes vraiment qui est-elle. En fait, c'est une jeune fille qui est perdue à cause de l'incendie. Elle a oublié le monde dans lequel elle vivait à l'époque. Elle était tellement dans cette peinture qu'elle a perdu son identité, sa vie. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, tu redécouvres son identité. C'est son rite initiatique d'elle qui doit accepter qui elle est, qui fuit son handicap, son chagrin, son deuil dans ce monde fantastique où tu as l'impression que si elle gagne contre la peintresse, au fait son frère va revenir, elle sera heureuse, mais surtout qu'en fait bah, la vérité c'est qu'elle fuit sa condition, elle fuit qui elle est, elle fuit sa vraie vie et c'est la question sur la création. L'art c'est important, le jeu le dit, c'est important de créer, d'avoir ses objectifs, de vraiment créer quelque chose que les gens puissent adorer, profiter avec toi. L'art, c'est important, c'est évident. Mais en même temps, bah, il y a un échappatoire qui se crée là, une vraie addiction. Est-ce que tu devrais fuir dans l'art toute ta vie ou affronter la vraie vie? Et le jeu te dit, bah oui, il faut affronter la vraie vie, il faut l'accepter. Peindre, c'est créer, mais il faut arrêter de peindre. C'est d'ailleurs le jeu qui le dit aussi dans sa musique, pour le coup, parce que c'est pas bien d'autant peindre, d'autant créer, d'être autant perdu dans ce monde, parce que c'est pas la réalité. Et le jeu, c'est un peu l'ironie, c'est-à-dire que voilà, tu joues 60 heures à un jeu, moi j'étais dedans, j'ai peint pendant 60 heures, j'étais dans cette peinture pendant 60 heures, et je dois sortir. C'est pour ça qu'à la fin, t'es comme Maël, tu dis ok, là je sors. Là, c'est fini. Je dois sortir du jeu, je dois l'arrêter. Je dois faire comme Maël et arrêter et vivre ma vie et accepter qui je suis, ce que je dois faire. Elle, c'est plus extrême. Hein. C'est un deuil, c'est un incendie, un handicap et tout. Bien sûr, elle parle même pas, elle a un œil en moins et tout. C'est compliqué pour elle, mais elle doit l'accepter tout de même et vivre sa vie. Et ça qui est fort par rapport à ce personnage-là. Et du coup, tout ce qu'elle vit là, c'est un peu des facettes de sa santé mentale, quoi, de ce qu'elle a vécu ces moments-là. Et ça, c'est assez intéressant. Il le montre bien dans le gameplay, dans le manoir, dans le monde ouvert. Voilà, c'est différentes facettes de sa personnalité, de ce qu'elle aime, les journaux d'expédition sont en lien aussi avec ses personnalités, les boss sont en lien avec ses personnalités. Voilà, c'est un truc très psychologique par rapport à ça qui est vraiment bien, qui est drôle, qui est touchant aussi à certains moments. Donc c'est bien. Honnêtement, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et c'est le vrai protagoniste de l'œuvre. Et Renoir, pour moi, c'est un antagoniste qui est fascinant parce qu'en fait, il représente un peu ce drame familial. Il essaie de réparer sa famille. Alors, il le dit hein, lui-même, en fait, le jeu se finit en dialogue. Alors oui, ils se sont battus, parce que voilà, c'est un jeu, il faut que les gens se battent, hein, mais en réalité, c'est un dialogue qui finit le jeu. C'est qu'en fait, tu devrais d'ailleurs pouvoir finir le jeu juste en parlant au personnage, mais bon, ça c'est un autre débat, hein. C'est pas un RPG comme un Fallout, un truc comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, après le combat, il s'excuse, il dit bah je suis désolé, je devrais te laisser être entre guillemets une adulte, alors même c'est pas une adulte, elle a quoi 16 ans du coup, mais voilà, il s'excuse. Et c'est un personnage que t'aimes beaucoup parce que c'est l'antagoniste de l'œuvre. En même temps, il est dur, il est ferme, mais il a raison. Il a 100% raison. Et c'est pas en mode Thanos a raison. Non, il a genre littéralement 100% raison. C'est un méchant à juste titre narrativement. Il est détestable au début parce que tu sais pas qui il est. Mais à la fin, il est pas détestable. Et quand t'as compris ses motivations, en fait, qui est dans le tort, c'est Maël qui est dans le tort. Donc c'est l'un des méchants les plus compréhensibles de l'histoire du jeu vidéo d'après moi, en tout cas des jeux que j'ai fait. Parce que c'est pas le méchant. Il veut juste sauver sa fille. Alors peut-être la méthode est pas la meilleure, mais sa fille est dans le déni. Sa fille, elle veut vivre dans un monde imaginaire toute sa vie et c'est pas bien du tout. Et il y a cette thématique au fait que tu puisses te perdre et tout, bon, c'est l'addiction. Donc tu fais le choix du méchant après avoir passé 60 heures à affronter le méchant. Et je trouve ça absolument génial. D'ailleurs, si tu prends on va dire la partie fin de Maël, la fin méchante, c'est compliqué. Alors encore une fois, Andy Serkis, génial, pour le coup, je l'ai trouvé super et l'esthétique et tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses par rapport aux cheveux blancs au fur et à mesure et tout. Bref, c'est intéressant. Mais la fin de Maël est déprimante.
et il est triste. Encore une fois, il y a une vibe très Lies of P dans tout le jeu d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est normal, inspiration française et tout. Lies of P aussi est inspiré de ça. Mais la fin de Maël, en mode presque jumpscare, effrayante, là, t'as fait le mauvais choix. Quand tu vois la fin de Maël, tu dis, oh putain, j'ai fait le mauvais choix. Je l'ai vu sur internet pour le coup, celle-ci, mais il est vraiment joué de manière dramatique, tragique, triste, et c'est assez angoissant, mine de rien. Donc la fin de Maël est clairement la mauvaise fin. Le jeu te le fait comprendre. Elle vit encore dans l'illusion. Le format d'image, le noir et blanc et tout, c'est pas une bonne fin. Elle a créé un monde où c'est une déesse, elle fait ce qu'elle veut, elle est avec ses petits jouets, et elle rend ces gens-là en esclavage. Parce que ça, qui est un peu difficile parce que le choix de Maël, en réalité, il est bien parce que du coup, les entités qui sont sentientes, qui existent pour de vrai, elles ont une personnalité, une intelligence, elles ont une conscience. Ouais, mais d'un autre côté, maintenant, c'est des esclaves de Maël et tu vois que Verso ne veut pas obéir à cette Maël qui est devenue la méchante de l'œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la vraie fin, c'est la fin où tu dis au revoir à ces personnages-là, où tu vas dans le vrai monde, la réalité, t'enterres littéralement ton deuil, ton chagrin, tu dis adieu à ces gens-là. Et là, c'est la vraie fin touchante, dure, parce que c'est le retour à la réalité, mais c'est la fin nécessaire. C'est pas ce qu'elle voulait, mais c'est ce qu'elle avait besoin dans la vie. Voilà, elle en avait vraiment besoin et c'est ça qui est fort et intéressant. Parfois, vous savez, dans des œuvres, les personnages n'ont pas ce qu'ils voulaient, mais ils ont les choses les plus utiles pour eux, leur développement, qui ils sont. Donc, c'est ça qui est fort. Encore une fois, c'est une très bonne fin, je trouve. C'est un très bon jeu de manière générale. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur le film, comment réussir le film Clair Obscur qui est prévu. Si ça vous intéresse, j'en ferai une. Voilà, on pourra en reparler. Quelle est la suite? Moi, je pense qu'il y a des choses à faire dans l'univers, hein. On peut faire des choses sur l'expédition 0, par exemple. On peut faire des choses sur plein d'expéditions différentes. Ce serait intéressant qu'ils trouvent une autre licence. Je pense pas qu'il y aura DLC du coup pour le coup, mais s'il faut un DLC, il y a des choses à faire, hein. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à réussir, donc j'ai hâte de voir dans quelle direction va aller tout de même l'œuvre, le studio. Je sais pas s'il faudra attendre 5-6 ans pour la suite et un nouveau jeu, mais grosso modo, c'est cool. Honnêtement, c'est cool, c'est un très bon jeu qui a créé un univers qui est attachant, que les gens vont adorer et à juste titre. Voilà. Est-ce que les gens le surcotent un petit peu à certains moments? Moi, je trouve un petit peu tout de même, mais ça reste un très bon jeu qui mérite quand même ses louanges et qui mérite le succès qu'il a ici. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Reel, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.